Bonjour et bienvenue dans Pharmacie la famille, le podcast qui vous montre que votre diplôme de pharmacien est bien plus grand que ce qu'on vous a dit. Je suis Marie, docteur en pharmacie. Et aujourd'hui, pas d'invité. Alors je sais, vous êtes venu pour une interview et là, vous entendez juste moi. Désolée. Enfin, pas vraiment désolée parce que je pense que cet épisode hors série, peut-être le premier d'une petite série, est utile, vraiment utile. Peut-être même qu'il est indispensable si vous voulez comprendre vraiment ce que fait mon invité la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine sort l'épisode 2 de Pharmacie la famille et mon invitée Noémie travaille sur des essais cliniques en Suisse. Et quand je lui ai demandé de m'expliquer son métier, elle a commencé par me dire c'est les dernières étapes avant que le patient ait accès à un médicament. Et là, je me suis dit ok, mais est-ce que tout le monde sait vraiment ce que ça veut dire? Est-ce que tout le monde visualise les étapes d'avant? Ce qu'il s'est passé pendant des années, parfois des décennies, avant que ce médicament arrive dans ses mains à elle. Moi, honnêtement, je connaissais les grandes lignes, mais j'avais des trous. Les années fac, ça commence à dater. Et je pense que vous aussi, enfin peut-être. Alors aujourd'hui, on va tout poser sur la table, du début à la fin, de la molécule qui n'existe pas encore au médicament qui arrive dans une boîte dans une pharmacie. Tout le cycle de vie d'un médicament, expliqué simplement, sans baratin. J'ai un objectif de 10-15 minutes, je pense que ça va le faire. Mon but, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous puissiez écouter celui de Noémie avec un tout autre regard. Ah, et avant qu'on commence, si vous voulez aller plus loin après cet épisode, je publie une newsletter sur Substack. C'est gratuit, c'est court, ça va plus loin que ce qu'on a le temps de dire ici, et le lien est dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti. Partie 1, la recherche fondamentale. Tout commence dans un laboratoire. Pas celui de TP à la fac où tout le monde brûlait quelque chose accidentellement. Je l'ai moi-même, enfin ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Mais un vrai laboratoire de recherche avec des chercheurs, des chimistes, des biologistes, des pharmaciens, et ouais, dont le travail consiste à chercher des molécules intéressantes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils regardent une maladie, disons un cancer ou une maladie cardiovasculaire ou un type d'infection, et ils essaient de comprendre les mécanismes biologiques qui la déclenchent. Quelle protéine est impliquée, quel récepteur dans le corps, quelle enzyme. Et une fois qu'ils ont une cible biologique sur laquelle on pourrait agir, ils cherchent des molécules capables d'interagir avec cette cible, de l'activer, de la bloquer, de la moduler. Sur des milliers de molécules testées, on a peut-être une poignée qui va sembler prometteuse. On les appelle des hits. Et sur ces hits, on va en retenir encore moins ceux qui ont les meilleures propriétés chimiques, qui semblent stables, qui traversent bien les membranes biologiques, etc. Ces rares élus deviennent ce qu'on appelle des candidats médicaments. Ce processus peut prendre des années, et je vous préviens, ça coûte déjà énormément d'argent à ce stade. Et on n'a encore rien, juste une molécule qui semble intéressante sur le papier. C'est là que commence la phase suivante. Partie 2, la recherche préclinique. Avant de donner quoi que ce soit à un être humain, on teste sur des animaux. C'est la phase préclinique. Et je sais que c'est un sujet qui peut faire réagir, mais voilà la réalité, c'est une étape réglementaire obligatoire. Et son but est simple, s'assurer que la molécule ne tue pas, ne provoque pas de toxicité grave, ne détruit pas les organes vitaux, avant de la donner à un patient. On teste sur des modèles animaux, donc des souris, des rats, parfois des primates ou d'autres animaux selon les molécules. On teste ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Donc ça veut dire comment la molécule est absorbée par le corps humain, distribuée dans le corps humain, métabolisée et puis éliminée. On étudie sa toxicité à court terme, à long terme. On regarde si elle passe par exemple la barrière hémato-encéphalique, si elle est tératogène. Cette phase dure en moyenne 3 ans. Et à la fin, si les résultats sont bons, donc pas de signal de toxicité majeure, une efficacité qui se confirme sur les modèles animaux, alors on peut déposer un dossier auprès des autorités de santé pour demander l'autorisation de passer à l'humain. Et c'est là que les essais cliniques commencent. Partie 3, les essais cliniques qui sont découpés en phases 1, 2 et 3. C'est le cœur du sujet et c'est exactement ce que fait Noémie. Les essais cliniques, c'est la recherche sur l'humain. Ils se déroulent donc en 3 phases, de plus en plus grandes, de plus en plus longues. Phase 1, on commence petit, très petit, entre 10 et 20 patients, parfois un peu plus selon la pathologie. Ces patients sont souvent des volontaires sains, des gens qui n'ont pas de maladie, sauf dans certains cas, notamment en oncologie, où on recrute directement des malades. L'objectif de la phase 1, c'est la sécurité, pas encore l'efficacité. On veut juste savoir à ce stade, est-ce que le médicament est toléré par le corps humain? Est-ce qu'on peut l'administrer sans danger? Quelle est la bonne dose? Est-ce qu'il y a des effets secondaires graves, etc. La phase 1 peut durer environ 1 an. Ensuite, on passe à la phase 2. Si tout se passe bien en phase 1,
Donc là, on a un peu plus de patients, quelques dizaines à quelques centaines, et on commence à combiner deux objectifs. On continue de vérifier la sécurité et on commence à collecter les premières données d'efficacité. Est-ce que le médicament fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un signal positif sur la maladie qu'on cible? Donc la phase 2 dure en général dans les 3 ans. Puis si tout se passe bien, on passe en phase 3. La phase 3, c'est là que ça devient vraiment grand. C'est l'étude à grande échelle, des milliers de patients dans des dizaines de pays, dans des centaines d'hôpitaux à travers le monde. Le but, c'est de recruter suffisamment de patients pour avoir des données statistiquement solides, prouver que le médicament est efficace, et souvent, prouver qu'il est meilleur que ce qui existe déjà sur le marché. En cardiologie, par exemple, où il y a déjà plein de traitements disponibles, il faut beaucoup de données pour montrer une différence. Ça peut prendre 6, 7 ans. En revanche, pour une maladie rare, où il y a peu de patients et peu de traitements existants, une phase 3 peut se boucler en 3 ou 4 ans. Et pendant tout ce temps, il y a des gens comme Noémie, côté laboratoire, ce qu'on appelle le sponsor, qui coordonne tout, qui parle aux médecins dans chaque pays, qui s'assure que les données soient bien collectées, que les protocoles soient respectés. Que, disons, si un médecin a une question à 23 heures au Japon, quelqu'un pourra lui répondre. Puis il y a aussi des pharmaciens, côté hôpital cette fois, qui s'assurent que les médicaments de l'essai sont correctement stockés, distribués, tracés. Donc des pharmaciens partout, mais ça, on l'avait dit. Un chiffre pour que vous visualisiez l'ampleur. De la recherche fondamentale à la fin de la phase 3, on parle en moyenne de 10 ans. Et pendant 10 ans, le laboratoire investit des centaines de millions sans aucune garantie que ça va marcher. Donc si tout s'est bien passé dans les essais cliniques sur les humains, on passe à l'autorisation de mise sur le marché. Donc la phase 3 est terminée, les données sont là. Maintenant, on compile tout dans un dossier colossal qui peut faire des milliers de pages, et on le soumet aux autorités de santé de chaque pays où on veut commercialiser le médicament. En France et en Europe, c'est l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, et l'ANSM qui entrent en jeu. Aux États-Unis, c'est la FDA. Ces autorités vont éplucher les données, poser des questions, parfois demander des études complémentaires. Et elles décident. Est-ce que ce médicament peut être mis sur le marché? Est-ce que le rapport bénéfice-risque est acceptable? Elles peuvent dire oui, elles peuvent dire non. Elles peuvent dire oui, mais seulement pour certains patients, certaines indications, certaines conditions de prescription. Si elles disent oui, c'est l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Et c'est là que le médicament commence sa vraie vie, dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les mains des patients. Mais même après l'AMM, ce n'est pas fini. Il y a ce qu'on appelle la phase 4, la surveillance post-commercialisation. Parce qu'un essai clinique, même très large, ne peut pas capturer tous les effets secondaires rares qui n'apparaissent qu'à l'échelle de millions de patients. Alors, on continue de surveiller, de collecter des données dans la vraie vie. C'est pour ça que votre pharmacien peut vous demander parfois de signaler un effet indésirable. Alors, on va faire une parenthèse sur pourquoi ça coûte si cher. Je vais terminer sur ce point parce que je pense qu'il est souvent mal compris. Quand on entend parler du prix de certaines thérapies innovantes, des milliers, parfois des centaines de milliers d'euros pour le traitement d'un patient, la réaction naturelle, c'est de se demander mais pourquoi? Est-ce que c'est de l'arnaque? Alors, c'est pas si simple. Rappelez-vous ce qu'on vient de parcourir ensemble. 10 ans de développement, des milliers de patients dans des dizaines de pays, des batteries de tests réglementaires, des centaines de chercheurs, de coordinateurs, de médecins, de pharmaciens impliqués. Et surtout, et c'est ça la partie qu'on oublie souvent, pour chaque médicament qui arrive jusqu'à vous, combien n'ont pas passé la phase 2? Combien ont échoué en phase 3 après 6 ans d'investissement? Le laboratoire absorbe ces échecs aussi. Alors, c'est pas une justification de tout. Le débat sur l'accès aux médicaments et leur prix est légitime et complexe. Mais comprendre d'où vient ce coût, c'est comprendre pourquoi Noémie et des milliers de personnes comme elle passent leur vie à s'assurer que chaque étape est rigoureuse, documentée, irréprochable. Parce qu'on joue pas avec ça. Voilà. Donc là, vous avez le cycle de vie d'un médicament de A à Z. La recherche fondamentale, la préclinique sur les animaux, puis phase 1, phase 2, phase 3 sur les humains, l'autorisation de mise sur le marché et la surveillance post-marché. En moyenne 10 ans. La semaine prochaine, Noémie vous raconte ce que c'est que de vivre ça de l'intérieur. Depuis la Suisse, depuis les bureaux d'un grand laboratoire pharmaceutique, depuis les emails de médecins au Japon et les réunions qui auraient pu être un email. Elle vous dira aussi pourquoi ses collègues non pharmaciens lui disent qu'elle aurait dû faire pharma et pourquoi l'allemand qu'elle a appris pendant des années est en train de mourir tranquillement quelque part dans son cerveau. Ça sort le 1er juin, abonnez-vous pour ne pas le rater. Et dernière chose, si cet épisode vous a été utile, si vous avez appris quelque chose que vous ne saviez pas, même après 50 pharma, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de laisser une note sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. 5 étoiles, ça me prend 10 secondes et ça aide vraiment d'autres étudiants en pharmacie à trouver ce podcast. Le lien est dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine!